Bonjour à tous. Donc, je suis économiste. Alors, moi, j'étais plutôt du côté du rouleau compresseur de Jeanne, mais qui n'est pas le vrai rouleau compresseur, hein. Puisque j'ai travaillé en 2017 sur la PAC avec France Stratégie, qui est le service de prospective du Premier ministre, sur la PAC comme levier de transition agroécologique. Rassurez-vous, on ne nous a pas écoutés. Ensuite, j'ai travaillé en 2020 pour le Parlement européen sur comment aligner la politique agricole commune sur les enjeux du pacte vert européen, du Green Deal pour les anglophones. Là, c'est bien parce qu'on ne nous a pas écoutés non plus. Donc, je vais essayer de vous faire un petit focus sur les pesticides. Mais en gros, ce qu'on préconisait dans ces travaux sur les réformes de la PAC, c'était ce que Alain Carpentier vous a esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, taxer ce qui n'est pas bien et soutenir ce qui est bien. Voilà, c'est une idée simple et qui permet aussi le financement de l'un par l'autre en partie, hein, voilà. Je résume très vite parce que je n'ai pas mis dans la présentation. Alors, comment on appuie? Voilà. Donc, ça, c'est juste l'introduction, hein. Sur l'importance de distinguer les enjeux globaux et les enjeux locaux, hein, pour nous, les économistes, comme je dis, on est souvent mal entendu, mais il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est ce qu'on appelle un bon ciblage des politiques. C'est-à-dire, si vous voulez réduire les pesticides, il faut agir sur les pesticides. Si vous voulez agir, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit il faut rendre plus cher les pesticides. Euh, et ça fait depuis longtemps. On a déjà cité ce matin aussi l'expertise collective, hein, INRAS et Maghreb en 2005. Tout est dedans. On n'a rien inventé depuis, mais on ne l'a pas fait, en fait. Voilà. Donc, alors, peut-être un petit bémol sur taxer. Dans la théorie économique, on taxe pour rendre le coût du polluant aussi élevé que le dommage marginal de ce polluant. Vous voyez, c'est un peu l'optimalité économique, hein, voilà. Si on considère qu'il y a trop de dommages par les pesticides, on dit on va relever le coût des pesticides par une taxe, par exemple, de telle sorte qu'on va ramener l'usage des pesticides au niveau où le coût marginal du dommage de la dernière unité de pesticides. Voilà. Je reviendrai sur ce concept-là. Là, ce qui nous semble intéressant, Alain l'a dit un peu ce matin, c'est lui qui a rédigé, hein, la partie économique de cette expertise, c'est que taxer, ça permet, c'est plutôt maintenant pour envisager une sortie des pesticides, c'est l'objectif de l'Union européenne avec le pacte vert européen à l'horizon 2050, taxer les pesticides pour sortir en douceur, mais être sûr de sortir malgré tout de l'usage des pesticides. C'est-à-dire que la taxe par rapport à l'interdiction, ça permet aux gens, on ne leur interdit pas l'usage, mais on leur dit à tout le monde, hein, c'est aux agriculteurs, mais c'est aussi aux consommateurs, aux producteurs de produits phytosanitaires, ça va être de moins en moins rentable d'user des pesticides, mais on ne vous interdit pas, ça vous donne le temps de vous adapter, voilà, de tester des systèmes alternatifs, voilà, de tâtonner, hein, et si vous avez un coup de chaud, pas vous traitez, quoi. Voilà. Mais ça va devenir de plus en plus dur. Donc, voilà. C'est ça qui est intéressant dans la taxe, surtout si elle est croissante avec le temps. Hein, c'est ce que l'on avait proposé à France Stratégie. Voilà. Et puis, quand même, pour ce qui concerne les protections de captage, là, on ne peut pas trop rigoler. Donc, il y a quand même des zones dans lesquelles on est obligé d'interdire tout usage, hein, puisque sinon, ça va toucher notamment à la santé. Alors, quelque chose sur lequel je vais revenir peut-être si j'ai le temps, mais comme c'est tard, ça va être difficile. Le rouleau compresseur, ce n'est pas les politiques. Le rouleau compresseur, ce sont les marchés, et je vais revenir après. C'est les marchés, c'est-à-dire que les pesticides, c'est hyper rentable. Si on veut réussir à réduire ou à sortir les pesticides, dans un premier temps, il faut détruire cette rentabilité. C'est très rentable pour tout le monde. Je répète simplement ce qu'Alain a dit actuellement. Les agriculteurs, ils n'ont pas envie d'utiliser des pesticides. Ils le font parce que c'est hyper efficace, c'est très facile d'utilisation, c'est très disponible, c'est quand on veut, comme on veut, c'est pas cher et ça rapporte. Mais les consommateurs que nous sommes,
bénéficient de cette rentabilité. La baisse du nombre d'exploitations et surtout d'exploitants, donc de travailleurs agricoles, ben, c'est complètement corrélé avec la baisse en prix réel de notre alimentation. On ne peut pas rêver. Hein. Si on sort des pesticides, notre alimentation sera en relatif beaucoup plus chère. Et il faut s'y préparer. C'est ça l'éducation. C'est de dire le kebab ou le McDo ou voilà, la galette saucisse. Aujourd'hui, c'est rien, on en mange la moitié, on la jette, etc. Ça coûte rien. Ça, ce n'est pas l'avenir. Hein. L'avenir, c'est que ces produits alimentaires soient beaucoup plus chers. Alors, des incertitudes sur le coût des dommages. Ben voilà, tout le problème qu'on avait au départ, quand on n'avait pas encore décidé de taxer les pesticides, enfin, on n'a toujours pas décidé d'ailleurs, mais quand on n'avait pas décidé de sortir des pesticides, pardon, tout le problème qu'on avait, c'était ben, ça coûte combien en fait? Vous, les économistes, vous dites qu'il faut équilibrer le coût marginal du dommage avec le prix du polluant. Très bien, on est d'accord avec vous. Mais dites-nous combien coûtent les dommages. Et là, on est un peu embêté. Donc, néanmoins, il y a des gens qui ont internalisé depuis très longtemps et dès le début. C'est les agriculteurs qui avaient des problèmes de santé. Eux, ils se sont dit, ah non, pour moi, c'est trop cher d'utiliser des pesticides, je me convertis au bio. Ça, beaucoup d'agriculteurs premiers convertis ont fait ça. Après, on s'est alarmé du déclin de la biodiversité, sixième extinction, etc. Donc, la pression des pesticides sur la biodiversité à plusieurs égards. Hein. D'abord parce que ça tue certains animaux ou certains êtres vivants, certaines plantes aussi, mais aussi parce que ça permet la simplification des techniques, enfin, des itinéraires techniques agricoles et la simplification des paysages. Donc, ça joue dans les deux côtés, les pesticides. Ça qui est bien. Donc, mais sauf que la biodiversité, on ne sait pas bien la mesurer. Et donc, on sait encore moins lui donner une valeur. Voilà. Donc là, ben, en gros, on ne fait rien. Voilà. Vous savez quelle est la politique de protection de la biodiversité qui a le plus gros budget en Europe et donc dans le monde, en fait? Ben, c'est les mesures agro-environnementales de la PAC. C'est ça le plus gros budget en faveur de la biodiversité en Europe. C'est plus que les parcs naturels, tout ça. Et donc, c'est pas beaucoup. Jeanne a dit 20%, je ne sais pas. Moi, j'avais calculé un peu moins que ça pour la France, que 20%, mais c'était plutôt à 10%. Mais bon. Mais ce n'est pas beaucoup, en fait, parce que c'est qu'une petite partie de la PAC, en fait, les mesures agro-environnementales. Alors, santé des riverains exposés. Là, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Alors, c'est là où la présentation de ce matin était très intéressante, hein, sur la documentation croissante de la causalité de certaines maladies, donc de morbidité, voire de mortalité liées aux pesticides. Alors là, quand on a ces causalités-là, là, ça cogne dur, hein, parce que la valeur statistique de la vie humaine, c'est à peu près entre 3 et 4 millions d'euros en France. Donc, si vous voulez, là, on a des dommages qui sont rapidement très élevés, ce qui justifie effectivement l'interdiction des molécules qui sont mises en cause quand on arrive à bien les mettre en cause, effectivement. Donc, voilà. Alors, ce qu'on avait fait avec Laurent à côté de moi, on avait travaillé justement sur ce problème de dommages. On s'était dit, voilà, essayons de voir, alors dans l'autre sens, hein, ce qu'on gagne haut du bassin rennais, pour l'approvisionnement d'eau potable d'eau du bassin rennais, si on baisse les pesticides de 50% dans les eaux brutes, donc là où on capte, hein, puisque c'est ça qui occasionne une partie des coûts de la société publique locale eau du bassin rennais pour fournir l'eau potable aux habitants. J'étais très intéressé, puisque moi, j'achète mon eau à eau du bassin rennais. Donc, je me disais quand même, si l'eau me coûte moins cher, c'est cool. Et donc, on s'est dit, voilà, on fait un scénario de 50% de pesticides. Alors, ce n'est pas forcément les chiffres qui ont été communiqués. Là, je vous donne les chiffres les plus simples à expliquer. C'était le scénario 2017, comme si on était toujours en 2017. Donc, l'économie était autour de 400 000 euros par an, hein, parce qu'on économise des coûts variables, hein, donc c'est 13% des coûts variables, surtout les réactifs au charbon actif qui permettent de capter les pesticides et comment on disait ce matin,
voilà, les copolluants, etc. Et donc ensuite, quand on a utilisé ces filtres, eh bien, on a des terres de décantation dont il faut s'occuper. Hein, et donc, évidemment, si on pèse, voilà, là, on a des économies aussi de ça. Ces terres, on doit les transporter, les épandre, etc. Alors, bon, on peut facilement remonter ces chiffres en les actualisant avec le coût de l'énergie dont on a parlé, avec le coût des réactifs eux-mêmes dont on a parlé. Voilà, ça reste modeste. On a fait le calcul juste avant la table ronde avec Laurent. En fait, quand on rapporte, alors nous, on a pris tout à l'heure 500 000 euros. Quand on rapporte à l'hectare de SAU concerné, on arrive à 3 euros. Alors, les agriculteurs qui sont là voient tout de suite que nous, avec notre PSE là, de 3 euros par hectare pour dire aux agriculteurs, il faudrait baisser de 50% les pesticides, impossible. Ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Euh, voilà. Donc, là, je n'ai pas le temps de vous donner un exemple économique, mais par exemple, voilà, aujourd'hui, la tonne de blé, ça va être autour de 400 euros la tonne. Voilà. Le troisième pesticide, il doit rapporter 3-4 quintaux sur blé. Bah, ça vous fait tout de suite, bon, faites le calcul. Hein. Bon, non, je voulais chercher des chiffres simples pour que 400 divisé par 2, voilà, ça vous rapporte 200 euros, c'est ça, je ne me trompe pas, à l'hectare. Donc voilà. Et nous, en face, avec Laurent, on était là avec 3 euros. Voilà. Donc les PSE, là, ça ne marche pas. Par contre, là là, ce qui devient intéressant, c'est le scénario zéro pesticide, hein, qu'on n'a pas fait, en fait, par manque de référence, par manque de temps, par manque d'argent, par manque de tout ce que vous voulez. Mais si dans un bassin d'approvisionnement, on arrive à se passer des dispositifs de traitement et de la main-d'œuvre qui les gère, alors là, on peut faire des grosses économies. Là, on peut faire des grosses économies, c'est-à-dire avoir de l'eau brute potable. Voilà, de l'eau brute potable comme dans certaines montagnes, assez haut hein, quand même. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que ce nouveau scénario zéro pesticide est beaucoup plus intéressant. Alors, j'essaie d'avancer un peu, j'ai quand même quelques idées. Alors voilà. Est-ce qu'il y a une baisse enfin amorcée en France? Donc, on va voir. Hein. Mais, et puis, donc, il y a différents instruments qu'on verra. Hein. Bon, les interdictions des molécules les plus dangereuses. Hein, voilà. À midi, je discutais avec quelqu'un qui a fait comme moi l'agro de Montpellier, comme quelqu'un d'autre ici, mais qui était au courant des interdictions. Mais en fait, il y a beaucoup de molécules depuis 1990 qui ont été interdites ou non autorisées par l'Union européenne. Et donc, ça joue. Par des politiques complémentaires mal ciblées ou mal payées. Alors là, je vais aller très vite, mais en gros, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Alors, le truc qui a le moins bien marché, c'est quand même Ecophyto 1. Voilà, ça a été dit et expliqué. Le soutien au bio, ça soutient le bio. Depuis 2008, le Grenelle de l'environnement, les surfaces en bio ont beaucoup augmenté. Mais entre 2008 et 2018, les produits phytosanitaires n'ont pas baissé. Donc, c'est deux choses différentes. C'est ça que j'appelle le ciblage. Ça ne sert à rien de soutenir le bio pour diminuer les pesticides. Voilà. Quand vous soutenez le bio, eh ben, ça marche. Vous avez plus de bio. C'est tout. Le soutien à la diversification des cultures, ça c'est pas inutile, parce que c'est une condition nécessaire à la réduction des pesticides. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Et en fait, selon la diversification que vous allez réaliser, donc à Terre de Source, ils sont très intelligents, ils choisissent des cultures qui ne nécessitent pas de traitement. Hein, voilà. Mais quand la PAC soutient la diversification, les gens peuvent prendre des cultures qui nécessitent beaucoup de traitements ou des traitements très, très chers. Donc, en fait, ce n'est pas du tout une condition suffisante pour baisser les pesticides. C'est une condition nécessaire pour maîtriser les ravageurs et effectivement dans une succession culturelle bien menée. Voilà. On a déjà une politique depuis 2014. Alors, il y a les mesures bio, OK. Il y a les mesures agro-environnementales qu'on a appelées les MAE systèmes. Donc, il y a certainement des gens beaucoup plus compétents que moi là-dessus. En grande culture, donc, qui proposait justement une sortie progressive en 5 ans des pesticides, enfin une diminution, pas une sortie, mais une diminution progressive en 5 ans et qui payait simultanément la diversité des cultures.
En grande culture, je crois qu'en France, on a eu moins de 200 contractants sur toute la France. Voilà. Donc, le truc qui n'a pas du tout marché. En, en élevage, à part en élevage herbager, on avait le même dispositif. Hein. Donc, il y avait un soutien à l'élevage herbager, puis il y avait deux autres trucs élevage. Hein. Là, on a quand même quelques milliers. Hein. On a dû arriver à 5 ou 6 milliers, mais quelques milliers sur 300 à 350 000 exploitations professionnelles en France. Donc, en gros, on peut dire, moi j'ai mis confidentiel parce que je suis gentil, quoi. Mais l'effet sur l'usage des pesticides de ces mesures agro-environnementales, zéro. Voilà. Donc, alors on trouve un effet statistique, il y a un rapport là-dessus, sur la diversité des cultures, par contre. Alors, je voulais ensuite, donc, le problème, c'est qu'on a vu aujourd'hui plein d'initiatives locales qui sont très intéressantes, stimulantes, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a un contexte mondial défavorable. On a une croissance de la demande de biens agricoles, et notamment au travers de la consommation de produits animaux, hein, puisque pour produire une calorie de produits animaux, ben, si c'est du bovin, il faut 9 calories végétales. Si c'est du poulet, 4 calories végétales, mais ça fait la même multiplication en termes de surface ou en termes de rendement, en fait. Et sur les biocarburants aussi, on a une demande qu'on n'est pas trop capable d'anticiper, mais ça dépendra beaucoup de si on décide ou pas de sortir rapidement ou pas des énergies fossiles. Voilà. Mais si on décide de sortir rapidement des énergies fossiles, ce qui serait extrêmement à mon avis, une bonne idée, eh ben, il va y avoir des demandes de terre pour compenser une partie de ça. Et en fait, on a aussi un conflit entre la réduction des pesticides, donc la réduction des rendements, et des objectifs climatiques à consommation constante. Si on veut manger autant au niveau mondial, mais le problème, c'est qu'on va manger plus, ben, en fait, se passer des pesticides, eh bien, ça nécessite plus de terre, donc la destruction de plus de forêts, hein, ou alors ça nécessite plus d'engrais minéraux, plus de fertilisation et donc plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un conflit en fait entre, entre, euh, entre les enjeux climatiques et les pesticides. Je vais essayer d'aller vite. Donc vous voyez, jusqu'en 2018, ça augmente. En 2018, c'est un cas particulier. Hein. Il y a eu une mauvaise anticipation de la politique qui feront que des gens ont essayé de faire des stocks qu'ils ont utilisés en 2019. Mais le ministère de l'Agriculture pense que pour les pesticides non autorisés, alors la présentation en jaune, c'est les pesticides non autorisés en bio, et en vert, les pesticides autorisés en bio. Hein. Donc, c'est une présentation qui montre que les non autorisés en bio ont tendance à diminuer. Hein. Voilà. Par contre, les pesticides autorisés en bio, en vert, là, eux, ils augmentent et ils ne sont pas tous sans poser problème, hein, notamment à cause du cuivre. Alors, je continue. Voilà. Comme je vous disais, en fait, ce qui baisse là en rouge, hein, ce qui baisse beaucoup, donc les barres foncées, donc là on est à peu près, selon à gauche du schéma, vous voyez, on est à un tiers de la consommation totale, non plutôt près de la moitié de la consommation totale, des ventes totales de pesticides. À droite, on est beaucoup plus bas. Hein. Donc là, c'est seulement les produits de protection des cultures cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Il y a deux classes. Il y a la classe 1 qui a l'air la plus dangereuse et la classe 2 qui est un peu moins dangereuse. Donc ça baisse principalement par le non-renouvellement des autorisations, comme ça a été dit ce matin, ou le retrait d'homologation. Et la France a pris position aussi pour l'élimination des CMR1, donc les cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques les plus dangereux. Pour l'instant, sur les CMR1, et c'est eux qui baissent, effectivement. Donc là, je suis d'accord avec Jeanne, effectivement, le niveau européen a un rôle déterminant. Quoi. Voilà. Après, on peut discuter les problèmes de demande de, comment ça s'appelle, de dérogation pour certains produits à certains moments, mais globalement, l'histoire va dans le même sens. Voilà. Alors, d'un point de vue économique, enfin d'un point de vue technique, mais aussi économique,
si on regarde les ventes de produits de protection des cultures, enfin des pesticides en France, en fait, ils ne sont pas équivalents les uns et les autres, hein. Et comme ils ne sont pas suivis depuis très longtemps, on ne connaît pas toujours bien, mais heureusement, nous, on a utilisé des données anglaises qui permettent de comprendre mieux le comportement des agriculteurs sous la grosse hypothèse, évidemment, que vous pouvez jeter tout de suite, qui est que les agriculteurs français auraient à peu près le même comportement économique que les agriculteurs anglais. Ça, vous êtes libre de rejeter cette hypothèse, mais ce qu'on trouve, ce qui est très semblable, c'est qu'on a une variabilité et plutôt une baisse des fongicides, hein. Si on regarde, alors, quand je dis une baisse des fongicides, donc ce sont ceux qui sont en rouge, là, c'est récent la baisse, hein, c'est plutôt depuis 2018. Mais même avant, on voit que ça varie d'une année sur l'autre. Ça, on a bien ça aussi en Angleterre et au Pays de Galles. Ensuite, on a une augmentation des insecticides, un peu sur toute la période. Et ça, on n'a pas vraiment d'explication économique. Mais bon, voilà. Mais il y avait des agronomes qui nous disaient ça peut être le changement climatique. Et puis à midi, en discutant, on se disait c'est peut-être l'interdiction d'autres molécules qui ont été remplacées par des insecticides. Voilà. Et donc là, on a voilà. Donc c'est plutôt des problèmes techniques. Et puis, en fait, les herbicides, c'est pas du tout la même chose. Les herbicides, ça ne fait qu'augmenter. Et je vous donne la réponse tout de suite, mais elle a déjà été donnée ce matin. Les herbicides, c'est quoi? C'est la réduction du travail en agriculture par hectare. Si vous voulez gagner plus quand vous êtes agriculteur, il faut vous agrandir. Et quand vous vous agrandissez, mais il ne faut pas embaucher trop de travail parce que c'est ça qui est cher, hein. Ce que fait un patron, enfin un chef d'entreprise, il va toujours remplacer des facteurs de production chers, et dans les pays développés, c'est toujours le travail qu'on veut remplacer, par des facteurs de production pas chers, notamment les herbicides. Et les herbicides très efficaces pour économiser du travail en agriculture avec la simplification des assolements, etc. Et donc, c'est ça. Et ça renforce encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut une agriculture saine dans des territoires sains, etc., eh ben, ça va compter beaucoup, beaucoup plus cher. Et là, on a eu des exemples ce matin avec la Cooper. Ils disent, voilà, pour certaines cultures, on peut faire le désherbage mécanique, etc. Si on s'agrandit, on ne peut plus. On n'a même pas, pour gagner sa vie, on ne va plus avoir forcément la capacité de payer le gars, en général, ce n'est pas forcément l'exploitant quand il est grand, qui va conduire le tracteur, etc. Voilà. Donc maintenant, voilà, on a des gens qui disent, bah, c'est pas grave, on va mettre des drones qui vont faire ça, etc. C'est pas... Mais disons que euh, les, 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 les herbicides, ce qui est très difficile pour les réduire, c'est qu'il faut vous attaquer au travail en agriculture. Bon, ça, c'était le glyphosate, vous connaissez, je laisse tomber. Donc là, il y a eu une tentative de non-homologation, mais finalement, voilà, c'est reporté, c'est délayé, etc. Donc en réalité, ça ne baisse pas, en fait. Bon, ça, je passe, hein, mais c'est pour dire que l'usage des pesticides et des différents types de pesticides est très lié au système de production. Voilà, je n'ai pas le temps de... Voilà, je voulais plutôt vous donner voilà, quelques chiffres. Alors maintenant, on va passer à l'échelle mondiale. En fait, là, vous voyez... ouais, c'est bizarre, je ne vois pas la source. Hein. Non, ce n'est pas ça. Donc, la source de cette diapo, c'est le... Comment ça s'appelle? Ce sont l'étude et les prévisions des marchés agricoles mondiaux par la FAO et l'OCDE. Et donc, 2011 à 2020, ce qui est en gris, c'est ce qui a été observé. 2021 à 2030, c'est ce qui est prévu. Mais si on regarde simplement 2011-2020, c'est pour vous dire que la demande de biens agricoles, voilà, il y a une partie qui vient de l'augmentation de la population. Donc, c'est ce qui est en plein. Et ce qui est en assuré, c'est une partie qui vient de l'enrichissement de la population mondiale, de l'augmentation du niveau de vie. Et alors, par exemple, si vous prenez les céréales, voilà, vous voyez, ça augmente de 1% par an entre 2011 et 2020
à cause de l'augmentation de la population mondiale. Et ça augmente encore d'1%, d'un deuxième pourcent en assuré, à cause du fait que les gens sont plus riches. Hein, ce qui est bien, hein, enfin, je veux dire, très bien. Alors, comment ça se fait? C'est parce que on a la réponse un peu à côté. En fait, comme ils sont plus riches, ils mangent plus de viande. Et comme ils mangent plus de viande, et c'est bien. Ça dépend qui c'est. Si vous prenez les Africains, voilà. Je ne sais plus si j'ai mis le graphique après. Et donc, donc voilà, ils mangent plus de produits laitiers, plus d'huile végétale, etc. Donc vous avez un peu ces deux phénomènes qui expliquent l'augmentation, la croissance de la demande en produits agricoles. Et encore une fois, ici, on n'a pas grand-chose lié aux biocarburants ou aux agrocarburants. Là où on bute sur les limites de la planète, c'est cet article dans Science, mais il y en a d'autres, hein, ce n'est pas le seul, en 2020. Cet article, il regarde un seul truc, c'est à l'issue de l'accord de Paris sur le climat, où on dit qu'il faut limiter à 1,5 degré l'augmentation pendant le siècle de la température. Et ils ont juste regardé les émissions liées à notre système alimentaire. Alors, on ne va pas regarder le petit graphique de droite, on va juste regarder le graphique à gauche. Là. Donc, la première barre en noir, je ne sais pas si je peux pointer, mais ouais, oui, donc c'est pas grave. Mais vous voyez là où il y a marqué 1300 quelque chose. Donc, voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est cette barre-là. Donc, ça, c'est le système alimentaire mondial en 2020. Donc, qui émet des gaz à effet de serre. Hein. Bon, je ne détaille pas, mais notamment par les sols, hein, à cause de la fertilisation, et par les animaux, notamment par les bovins, hein, qui ont une fermentation entérique produisant du méthane. Donc, en fait, et puis, il y a aussi, on rajoute à ça la transformation. Et en plus, le transport des produits agricoles et des aliments, je crois, n'est pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas su allouer les émissions de gaz à effet de serre du transport au système alimentaire. En fait, si on supprime toutes les autres sources de gaz à effet de serre, notamment toutes les énergies fossiles, et qu'on mange comme en 2020, en fait, on reste tout juste sous les 1,5 degré avec une probabilité de 67%. Donc, en fait, ça, c'est une prise de conscience qui est très importante à avoir. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a toujours considéré l'agriculture bien plus comme une victime du changement climatique, parce que voilà, ça fait des nouveaux ravageurs, ça fait des sécheresses, ça fait des inondations, ça fait tout un tas de problèmes pour les agriculteurs. Mais en fait, notre système agricole et alimentaire mondial, on est obligé d'y toucher si on veut faire autre chose que manger, mais en plus, on ne pourra même pas parce qu'on ne pourra même pas avoir accès à l'alimentation si on ne peut pas bouger. Donc, il y a différentes… Donc on a ce problème. Alors, les différentes barres, je ne vais pas toutes les commenter, mais en gros, il n'y a qu'une méthode. Enfin, il n'y a pas qu'une méthode, il y a toutes ces barres qui sont différentes méthodes pour essayer de réduire l'impact climatique du système alimentaire. Alors, je rappelle que dans l'impact climatique du système alimentaire, c'est aux 2/3, c'est le maillon agricole qui compte. C'est pas, en fait, quand votre soja, là, il vient de… Le soja, en plus, c'est vachement bien, c'est une légumineuse, donc ça fait très peu de gaz à effet de serre au niveau de sa production. Quand il vient en cargo en Europe ou qu'il va en Chine, par rapport au tonnage, il fait très peu de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas parce que ça vient de loin que ça fait des gaz à effet de serre. En fait, dans la logistique des systèmes alimentaires, ce qui compte, c'est la collecte, la distribution. C'est les 5 premiers kilomètres, les 5 derniers kilomètres. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est une pression pour que les fermes s'agrandissent. Parce que la collecte, ça coûte cher. Si vous collectez 10 petites fermes, ça coûte beaucoup plus cher que de collecter la ferme des 1000 vaches. Donc, il y a une pression du système industriel
pour ça. Mais encore une fois, ce n'est même pas ça qui coûte cher. En fait, ce qui coûte cher en gaz à effet de serre, c'est principalement les ruminants, les autres animaux aussi, mais moins, les ruminants et la fertilisation. Et donc, la barre verte, là, elle dit quoi? Elle dit, ça c'est, voilà, celle-ci, elle dit, c'est ne manger en produits animaux que le minimum vital. C'est-à-dire réduire considérablement les calories d'origine animale. C'est pas vegan, hein, mais c'est plant-based diet, c'est-à-dire avec le minimum de produits animaux qui permet d'être en bonne santé. Ben, j'ai dit l'essentiel, je peux m'arrêter. Voilà, sinon, les autres solutions, ben, elles ne marchent pas si bien, c'est-à-dire augmenter les rendements. Ben ouais, mais on ne fait pas tout le chemin, etc. Donc, évidemment, la barre qui est la mieux, c'est celle qui est complètement à droite, en gris, là. C'est celle où on fait à peu près 50% des autres méthodes. Hein, c'est-à-dire quand même réduire les consommations de produits animaux au niveau mondial. Si je peux peut-être passer, tu peux peut-être passer sur la consommation. Voilà, ça c'est, alors non, ça c'est l'évolution de la consommation de viande. Hein. Voilà, ça ne fait qu'augmenter. En jaune, c'est les volailles. Tout en rouge, c'est les bovins. Ça, la bonne nouvelle, c'est que les bovins n'augmentent pas tellement. Voilà. Sur les consommations de viande dans le monde, bah, c'est surtout en Asie, en Amérique, c'est-à-dire les continents les plus peuplés. Voilà, j'avance vite. Ça, c'est ce qui est attendu dans les 10 prochaines années sur la production de différents types de viande dans le monde. Mais vous voyez que 75%, c'est dans les pays en développement. C'est-à-dire c'est là où il y a la consommation qui augmente le plus. Donc, en fait, malgré tout, le système alimentaire mondial, il est quand même local, dans le sens où c'est là où la consommation qui augmente qu'on a les plus grosses hausses de production. Hein. Et dans les pays développés, où la population n'augmente pas, en fait, il y a seulement un quart de l'augmentation en produits animaux qui est attendue. Voilà, je passe vite. Pour autant, bah, selon les produits, on a beaucoup d'échanges. Hein. C'est-à-dire que même si la demande alimentaire est principalement fournie, alors localement, selon moi, c'est dans le même continent. Hein. Voilà, c'est du grossier, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est que le commerce international réagit très fort. Voilà. Le commerce international réagit plus fort que la production locale. Et d'ailleurs, c'est ça, le commerce international, d'un point de vue alimentaire, c'est notre meilleure assurance. C'est-à-dire, on voit bien, quand ça ne marche plus, ben, c'est le bazar. En 2015, quand on a des rendements pourris en céréales en France, est-ce que les éleveurs ont eu des problèmes? Aucun problème. Aucun problème grâce au commerce international. Là, dès qu'on a la guerre en Ukraine, qui n'est pas une grosse partie de la production mondiale, mais qui est un gros exportateur, là, ça met la zone. Je continue. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'était juste, je finis. Hein. J'ai fini. Mais c'est pour montrer que le commerce international réagit très fort au déséquilibre, évidemment, entre l'offre et la demande dans chacun des continents. Hein. Voilà. Après, on dit qu'il ne faut plus importer de soja du Brésil. En fait, ce qui est rigolo, l'augmentation depuis 2000, hein, c'est quand même que la Chine. Hein. Voilà. C'est pas nous. Voilà, j'arrête là, pardon.